Ce qui est certain, c'est qu'il y a une ambivalence aujourd'hui dans le Parti socialiste. J'ai l'impression que ce n'est pas le Parti socialiste qui a co-forgé la NUPES qui parle, mais plutôt une sorte de nouveau Hollande avec des discours qui sont intéressants comme ça, mais on attend des actes. Et notamment au niveau des actes au Parlement européen, eh bien, le Parti socialiste n'a pas toujours voté contre les traités de libre-échange. Il faudrait que, disons, la moitié de l'électorat Hollande 2012, la moitié, qui a voté Macron en 2017 et qui est resté du côté de Macron en 2022, il faudrait que cette bourgeoisie de gauche revienne en arrière pour reconstituer quelque chose comme l'ancien bloc socialiste. Et il n'y a strictement aucun signe de ça. Et à la présidentielle, Jadot et Hidalgo, qui ont fait campagne sur cette hypothèse, ils ont pris une énorme claque. Dans les sondages d'aujourd'hui, de ces dernières semaines, sur les européennes, il n'y a aucun signe. Les médias essayent de construire un récit de ce type, mais il n'y a aucun signe d'un renforcement de l'ère écolo-socialiste, un renforcement qui se ferait en récupérant des électeurs macronistes. C'est la première fois que les retraités, désormais, votent majoritairement pour Jordan Bardella. Dans le dernier sondage qui est paru ce week-end, je regardais les ventilations, c'est hallucinant. Les plus de 65 ans, désormais, ont fait la bascule. Ils sont 20% sur Valérie Ayé, ils sont 26% sur Bardella. Les CSP+... Mais ils viennent de chez Macron, ces retraités-là. Ils viennent de chez Macron. Donc, ils viennent de chez Macron, mais ils viennent à l'origine des Républicains. La majorité est à la peine dans les sondages, là, pour donc cette élection des députés européens, et voit bien que du côté, en fait, de ce qui est resté du centre et centre-gauche mou, voilà, il n'y a plus personne. Ils sont partis avec Glucksmann. Et de toute manière, il n'y avait plus personne. Voilà, et puis surtout après la loi immigration, ça s'est terminé. Et donc, finalement, leur réservoir de voix, si je puis dire, il est à droite. Voilà. Et la question des fonctionnaires, c'est le sujet de droite, c'est du populisme pur, hein, c'est le sujet de droite basique, anti-fonctionnaires, anti-service public. Les fonctionnaires sont des privilégiés, ils ont beaucoup trop de droits par rapport aux autres, il faut leur enlever des droits, c'est pas normal, ils ont la garantie de l'emploi, et voilà, alors que les entrepreneurs qui prennent des risques, tout le discours libéral et néolibéral qu'on connaît très bien, il est très ancré à droite, évidemment, et notamment à droite et chez l'électorat âgé. Bon, déjà, les retraités ou populaires, ils meurent plus vite. Hein. Donc, dès que vous commencez à aller dans des catégories plus grandes de la population, je veux dire, regardez, hein, l'espérance de vie en bonne santé des familles ouvrières et des cohortes générationnelles. De fait, vous avez un déséquilibre qui s'organise, hein, et qui pointe aussi avec des voies d'embourgeoisement, des parcours vers la droite. Moi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas être dans le déni face au décrochage démocratique aujourd'hui. Entre les années 70 et aujourd'hui, on a divisé par deux le capital de confiance qu'on accordait aux politiques et on a divisé par deux, par exemple, aux élections législatives, la participation citoyenne. Donc il y a un décrochage démocratique réel. Sur spécifiquement les politiques européennes, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une étude qui a été menée par le CESE, le Conseil économique et social, qui montre qu'on est le pays d'Europe où on parle le moins de politique européenne. Un autre signal, peut-être encore plus fort de celui de 2002, et par rapport auquel, visiblement, aucune leçon n'a été tirée, qui est le référendum 2005, dans lequel il y a un désaveu sanglant de la position du Parti socialiste de l'époque, qui était « avançons sur la construction européenne ». C'est vrai que pour l'instant, c'est pas ce que nous voulons, mais la réponse aux impasses de l'Europe, c'est plus d'Europe, pour aller vers l'Europe sociale. Donc, ils sont sur cette position-là en 2005 et donnent l'indication pour les oui, c'est le non qui gagne. Et les non qui gagnent, il faut bien voir, ils gagnent largement, mais 54%. Mais si on regarde les votes des employés, les votes des chômeurs, les votes des ouvriers, c'est-à-dire de ceux qui, en principe, devraient faire le socle d'un bloc de gauche, c'est 75%, 80% des non. Bon, par rapport à ça, donc on se retrouve en 2024, 19 ans après, ils n'ont rien tiré. Avec un parti socialiste qui fait campagne sur, oui, c'est vrai, l'Europe n'est pas ce que nous voulons, mais il faut plus d'Europe.
parce que comme ça, nous construirons l'Europe sociale. Bon, voilà. Donc, quelles leçons ont été tirées par rapport à la déroute de 2005 ? Strictement aucune. On a voulu prendre un peu au mot les dirigeants de CNews qui ne cessent, et les animateurs phares qui ne cessent de déclarer que c'est une chaîne d'information et pas d'opinion, et que, grosso modo, ils travaillent comme les chaînes d'information classiques pour vérifier les faits. Et donc, on s'est dit que ce serait pas mal de creuser ça avec les témoignages en interne. Donc, on a interrogé 37 personnes exactement qui travaillent toujours ou qui y ont travaillé. Et on a surtout récupéré des boucles internes de messagerie, là où se fabrique un petit peu, entre gros guillemets, l'information, pour justement voir un petit peu comment ils travaillaient et voir si ce qu'on voyait à l'antenne se vérifiait en interne, c'est-à-dire une forme de désinformation, une forme de parti pris, d'opinion majoritaire et des obsessions. On parle beaucoup des liens entre les médias et les milliardaires, mais très peu des liens entre les instituts de sondage, les médias et les milliardaires. Par exemple, Opinionway, l'institut dont vous êtes directeur général adjoint, il est contrôlé par le groupe Les Échos, Le Parisien, un média qui est lui-même contrôlé par une filiale du groupe LVMH détenu par Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, enfin le Français le plus riche parce que je pense qu'il vit en Belgique. Est-ce qu'il ne faut pas comme on a parlé souvent de la séparation bancaire, est-ce qu'il ne faut pas une séparation dans cet univers des médias et des sondages ? Oui, mais pour moi, je répète, le garde-fou, c'est la commission des sondages. Nous, on a l'ARCOM, alors qu'il y a du bordel dans les médias. Les commissions ne garantissent pas tout. Non, mais bien sûr, mais au moins c'est un élément. Mais la perfection n'est pas de ce monde. Oui, il y a toujours. Les effets de structure sont plus importants que les jugements de personnes qui n'ont en réalité. Mais il y a des instituts qui sont strictement indépendants. Ça a été le cas d'Opinionway pendant plus d'une vingtaine d'années. Bon. Et j'ai pas le sentiment que depuis que nous nous sommes adossés aux partenaires que vous avez cités, notre indépendance pourquoi vous êtes adossés est modifiée. Mais ça, c'est l'évolution, je dirais, naturelle de la vie d'une entreprise. Le vote pour le bloc bourgeois, pour la Macronie, est un vote de classe, mais pas un vote de conviction. Il n'est plus un vote de conviction. C'est ça la grande différence. Effectivement, en 2017, ce qu'il a incarné, le discours, on voyait bien qu'il revendiquait un leadership, une direction morale et intellectuelle de la société en disant on va être moderne, on est le progressisme, et il s'envolait sur ses ailes, bien poussé par la bulle médiatique autour de sa personne et le fait qu'il recomposait un paysage qui avait été traumatisé par une alternance entre guillemets droite-gauche qui n'avait en fait mené que les mêmes politiques. Et là, aujourd'hui, on sait bien que il est passé par effraction, encore une fois, face au Rassemblement national une deuxième fois, et qu'il n'y a pas un vote de conviction. La conviction à droite se joue sur, l'ultra-réactionnaire, sur une voie ultra-réactionnaire. C'est la compétition qui est entre Zemmour, le Rassemblement national, les LR, sur toute la question de la préférence nationale et des propositions racistes. Et sur ça, on a bien vu l'opportunisme du gouvernement qui est capable d'y jouer sa carte, d'avancer ses pions, voire de venir, encore une fois, donner de la respectabilité à ses propositions. Venir des quartiers populaires, être racisé, apprendre l'arabe, sont autant de vecteurs de stigmatisation et de discrimination dans une société française de plus en plus gangrénée par l'extrême droite et ses idées, j'insiste sur les guillemets. Dans une société française historiquement jacobine, qui n'a jamais juré depuis la Révolution française au moins que par le monoculturalisme, le centralisme et l'assimilation, porter une autre culture, vouloir s'en nourrir et vouloir la brasser avec d'autres cultures fait courir le risque d'être en effet stigmatisé de la sorte. Vous prenez la communication et le programme de Zemmour et vous le retrouvez en interne chez CNews. Par exemple, Éric Zemmour et le Parti Reconquête, mais d'autres maintenant, et notamment le RN, ont l'obsession de la nationalité. Dès qu'il y a un fait divers, il faut en parler, il faut en faire des tonnes lorsqu'il s'agit de mis en cause qui seraient d'origine, par exemple, maghrébine, africaine. Dans CNews, c'est ça. C'est que, par exemple, dans les boucles WhatsApp qu'on a, vous avez Serge Nedjar, donc le directeur délégué de la rédaction, qui ordonne de bien nommer les nationalités lorsqu'il s'agit par exemple d'Algériens ou de Marocains. C'était une des envies principales de ce film, de travailler avec cette enseignante d'arabe qui a bien conscience du double stéréotype qui pèse sur ses élèves dans ce lycée, non seulement parce que ce sont des élèves des quartiers populaires du Havre, et donc pas toujours en réussite scolaire. Voilà, on connaît le lien entre origine populaire des élèves et leurs difficultés
à l'école. Et puis en plus, donc, des élèves qui le portent sur leur visage, dans leur nom, dans leur patronyme. Les députés européens ont adopté hier le pacte migratoire. Ils ont validé définitivement les 10 textes formant ce pacte sur la migration et l'asile. Il prévoit de durcir les contrôles lors des arrivées de migrants, ainsi qu'un système de solidarité entre États afin que les plus exposés, l'Italie notamment, n'assument pas seule la charge des migrants. Ce texte qui est extrêmement vertueux, puisque pour synthétiser les choses, il s'appuie sur 2 piliers, à la fois un durcissement des contrôles aux frontières pour les migrants qui arriveraient au sein de l'Union européenne, et à la fois un renforcement du principe de solidarité. Sur le premier pilier, sur justement le durcissement des contrôles aux frontières des migrants qui souhaiteraient arriver au sein de l'Union européenne, le pacte asile et migration, désormais, il inscrit dans le texte et noir sur blanc le principe d'un filtrage obligatoire et systématique de tout migrant qui arriverait sur le sol européen, avec une procédure accélérée et un examen accéléré sur la possibilité pour cette personne de pouvoir disposer et de pouvoir déposer une demande d'asile ou non. L'agenda de la Macronie a systématiquement donné le point au Rassemblement national. Le fait que le Rassemblement national apparaisse aujourd'hui comme, entre guillemets, dédiabolisé, en tout cas plus sain, moins dangereux comme vote, c'est aussi parce qu'il a systématiquement eu des brevets de respectabilité donnés par le pouvoir, par un pouvoir qui s'est dit soi-disant progressiste, soi-disant responsable. Ça me fait penser aux propos du philosophe Jacques Rancière. Il disait vous savez, pour faire monter le racisme en France, c'est très simple, il faut opposer 2 formes de racisme. Il y a le racisme chaud, c'est le racisme un peu trop visible, tellement exprimé de façon sale et crasseuse que c'est facile de se dédouaner en disant mais non, mais ça c'est de la bêtise, c'est du racisme dégueulasse. Et puis en phase, vous lui opposez un racisme froid, technocratique, typiquement ce qu'on a eu sur la loi immigration. Mais c'est normal, il n'y a pas de ressources, il faut que certains fassent des efforts, c'est normal que les étrangers en fassent plus que d'autres, etc. Et en fait, ce racisme technocratique, le racisme promu par l'appareil d'État et les gouvernements qui se sont succédés, c'est ça qui a ancré le sentiment xénophobe, y compris dans des catégories CSP+. De toute façon, cette cohésion, cette complémentarité entre le français et l'arabe et la langue parlée, ensuite sur la langue, quoi. C'est vraiment et ils vivent ça, ils vivent aussi c'est ça, on peut pas dire je suis prof d'arabe donc vous allez apprendre seulement l'arabe littéraire pur. Je pense que c'est... Et on peut pas dire je suis prof de français, on va travailler que sur les auteurs patrimoine français, mais on va travailler sur des francophones. Oui, tu sais pas faire ça. Oui. Il y a un pacte qui a été voté au Parlement européen qui est dans la droite ligne du projet de loi Darmanin, qui en fait était une course dans l'ombre du Rassemblement national, si bien qu'on arrive à voter des choses qui ressemblent au Rassemblement national et qui correspondent au programme du Rassemblement national. Moi, j'aimerais rappeler que depuis une décennie, il y a 30 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée. C'est pour ça que nous, on porte la disparition de Frontex au profit d'une véritable agence de sauvetage civil en mer Méditerranée pour éviter ces drames. Et puis, ce que j'aimerais ajouter tout de même, c'est que personne ne part par plaisir de là où il est. On part parce qu'on est contraint. On est contraint soit pour des raisons économiques, et là-dessus, ceux qui votent les traités de libre-échange qui appauvrissent des peuples de l'autre côté de la planète ont une part de responsabilité dans le fait que les gens soient obligés de migrer. On part parce qu'il y a le dérèglement climatique et que de plus en plus de personnes sont contraintes de fuir parce qu'il y a la montée des eaux ou l'érosion des sols où ils vivent. Et puis on part aussi parce qu'il y a la guerre. Et c'est pour ça que nous sommes le camp de la paix et qu'on insiste là-dessus. Une fois que ces personnes sont parties, qui bien souvent partent d'ailleurs dans les pays frontaliers, qui ne viennent pas directement en Europe, car contrairement à l'idée reçue qu'on a, l'Europe ne reçoit pas plus de personnes migrantes que d'autres pays dits du Sud. Une fois qu'ils sont arrivés, c'est de notre devoir de les accueillir dignement.